Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est au fond de toi. C'est un très joli générique pour une entrée en matière, oui, grâce à la chronique magique d'Agnieszka et du miroir des contes. Coucou Agnieszka. Coucou Alina. Ça va bien Poussinette ? Ça va super bien. Ça fait plaisir de t'entendre ce matin ma Poussinette, vraiment. Ah bah moi aussi, ça me fait plaisir de t'entendre. Et je peux te dire, à chaque fois que tu viens à l'antenne, c'est toujours la magie, l'enchantement. On retombe en enfance. Et en plus, ce matin, tu vas nous parler d'un conte qui n'est pas beaucoup connu, hein, j'avoue. Parce que moi-même, alors je ne le connaissais pas, je le connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais découvert. Et grâce à toi, on va se plonger dans ce conte. Tu peux un petit peu nous dire de quel conte il s'agit ? Eh bien, je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui est celle de Blondine, Bonne Biche et Beau Minon de la comtesse de Ségur. Wow. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, poussez un d'étoile. Il y a du monde sur le chat. Tout le monde te fait plein de bisous. Moi aussi, je leur fais plein de bisous. De bisbous, hein, parce que la fée, c'est des bisbous. Ah. Et oui. Alors, on y va. Alors, bonjour mes chers amis enchanteurs. J'espère que vous êtes bien installés en ce dimanche printanier où les pétales de fleurs dansent devant vos fenêtres ou autour de votre tasse de thé ou de café ensorcelé. Oh, j'entends les oiseaux chanter dans le jardin et oui, tout est merveilleux en ces premiers jours de printemps. Alors aujourd'hui, nous ouvrons les portes d'une histoire enchanteresse méconnue et pourtant écrite par une femme de lettres célèbre pour ses histoires où se mêlent la magie, la beauté des sentiments, les apparences trompeuses, toute la magie d'un conte de fées réuni. Si vous aimez Blanche-Neige, Alice au pays des merveilles et surtout La Belle et la Bête, il se peut que cette histoire va vous envoûter. J'ai nommé donc Blondine, Bonne Biche et Beau Minon de la comtesse de Ségur. Alors je pense que vous avez tous entendu parler de la comtesse de Ségur, notamment pour sa trilogie qui s'appelait Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances. Alors, il faut savoir que la comtesse de Ségur s'appelle en fait Sophie Rostopchine. Elle est née le 1er août 1799 à Saint-Pétersbourg et morte le 9 février 1974 à Paris. Il faut savoir qu'elle a écrit très tardivement, à plus de 50 ans, et même je crois que c'est même 59 ans, pour ses petits-enfants. On dit d'elle la comtesse de Ségur et le Balzac de la jeunesse. Elle a composé la comédie enfantine en 20 volumes, qui sont tous des chefs-d'œuvre. Comme Balzac, elle écrit à la lumière de deux flambeaux qui sont la religion et la monarchie. Alors, dans Les Malheurs de Sophie, elle raconte en fait sa jeunesse. Voilà, parce qu'elle raconte en fait les bourdes et les épreuves de Sophie de Réan, victime d'une marâtre, Madame Piccini, alors que ses cousines et amies sont à la fois raisonnables et dotées d'une mère aimante. Voilà, la comtesse de Ségur, en fait, elle retrace son enfance dans cette trilogie. Sophie, c'est son nom, et tous les prénoms que l'on retrouve dans ces histoires, soit c'est le nom de ses petites filles, de son gendre, de ses enfants, de sa tante, de sa mère belle-mère et j'en passe, même son chat. Voilà, sa famille, c'est son inspiration pour créer ces histoires. Donc elle est l'auteure de contes pour enfants. Et l'on raconte que lors d'une réception, elle aurait lu quelques passages de ce conte à son ami, un ami qui s'appelle Louis Veuillot, qui est journaliste et homme de lettres, pour calmer l'atmosphère qui était devenue tendue. Voilà, elle avait invité des convives et apparemment, je ne sais pas, il y avait peut-être des disputes. Et à ce moment-là, elle s'est dit, oh là là, je vais raconter cette histoire et ça va calmer les personnes. Et donc cet ami a trouvé ça extraordinaire et c'est ce dernier qui aurait fait publier
cette œuvre chez Hachette. Donc c'était intéressant de savoir comment une femme à cette époque a réussi à se faire publier. Voilà, c'est un homme qui a présenté son ouvrage pour qu'elle puisse être publiée. Parce qu'à l'époque, les femmes, malheureusement, elles pouvaient faire un petit livre, mais elles le gardaient pour elles dans leur salon pour raconter à leur famille et leurs amis. Donc, Blondine, Bonne Biche et Beau Minon a été écrit et édité en 1856. Alors l'histoire compte les mésaventures d'une douce princesse blonde, Blondine, qui, ayant la vie dure depuis que son père veuf s'est remarié avec une malveillante reine, se retrouve perdue dans une forêt ensorcelée. Perdue dans cette forêt ensorcelée, la forêt des Lilas, elle s'appelle, cette forêt, la jeune princesse Blondine, âgée de 7 ans, y découvre un château mystérieux où une biche, bonne et sage, règne sur un merveilleux royaume d'animaux et de magie. Mais l'apparence est trompeuse et Blondine devra déjouer bien des pièges. Alors, pour la première partie du conte, la comtesse de Ségur s'inspire de la première version des frères Grimm de Blanche-Neige de 1808, où la princesse Blanche-Neige est blonde. Parce qu'en 1808, Grimm avait fait une première version et Blanche-Neige, en fait, elle était blonde. D'ailleurs, on retrouve la lettre B pour les prénoms des princesses Blondine ou Blanche-Neige. D'ailleurs, la lettre B revient beaucoup dans le conte. Et d'ailleurs, la lettre B représente la passerelle entre deux mondes. Alors, comme je dis, ça rappelle un peu Blanche-Neige au départ, la marâtre qui veut la tuer en la perdant dans la forêt des Lilas pour lui réserver une mort atroce. Mais finalement, Blondine arrive, grâce à la bienveillance des fées, jusqu'à un mystérieux château comme celui de Madame de Villeneuve. Donc je me suis régalée avec la comtesse de Ségur parce qu'en plus, elle donne dans ce conte des noms à ses personnages. Et oui, enfin, oui, des noms. Oui, qu'il n'y a pas des fois dans les autres contes, comme Perrault, Grimm et j'en passe. Voilà, l'importance des noms. Je trouve que ça donne vraiment une identité. Alors, je les trouve très drôles parfois parce que ce sont des noms qui décrivent bien le caractère ou le physique des personnages qu'elle va mettre, la comtesse de Ségur. On sent qu'elle le fait pour ses petits-enfants, pour leur donner de l'imaginaire sur les personnages. Voilà, je donne un exemple. Par exemple, vous avez la méchante reine dans l'histoire, la marâtre de Blondine. Elle s'appelle Fourbette. Comme fourberie. Là, on sait à qui on a affaire. Voilà. Blondine, évidemment, pour ses beaux cheveux blonds, on reprend le mot blond. Le roi son père qui s'appelle le roi Bénin, Bénin qui au sens vieilli veut dire bienveillant. Sa première femme, la reine, donc mère de Blondine, qui s'appelle Doucette pour sa douceur. Il y a le page et confident de la princesse Blondine qui s'appelle Gourmandinet à cause de sa gourmandise légendaire. Et la reine biche qui s'appelle Bonne Biche, voilà. Donc vous allez remarquer une chose, c'est qu'il y a beaucoup de B dans les noms de ces personnages. Blondine, Bonne Biche et Beau Minon. Et voilà, on retrouve encore la lettre B. Donc, on va retrouver aussi Beau Minon, qui veut dire beau minois. Minois, voilà, on a un joli visage, gracieux, agréable. Donc, c'est le beau chat blanc qu'on va retrouver et qui va être le meilleur ami de Blondine dans le château. Il y a la fée bienveillante, le prince parfait, l'enchanteur de la forêt, Madame la tortue et j'en passe. Voilà, on voit que c'est quand même une femme qui écrit, elle pense à tous les petits détails. Alors si vous voulez retrouver cette histoire, vraiment le texte intégral avec de magnifiques illustrations de l'époque, je vous invite à taper
Blondine, Bonnebiche et Beauminont de la comtesse de Ségur sur Wikisource, parce que là, vous allez voir le conte, il se divise en 10 parties. Et là, vous avez le texte intégral et original. Et il est très facile à lire. Là, on voit quand même qu'elle l'a fait vraiment pour ses petits-enfants. Alors l'histoire, voilà, on retrouve le royaume du roi Bénin et de sa femme la reine Doucette, qui représente le bonheur du couple parfait. Ils ont une fille, Blondine, qu'ils aiment de tout leur cœur, mais malheureusement, la reine meurt peu de mois après la naissance de Blondine. On retrouve un petit peu la même trame que Blanche-Neige. Et le roi pleure beaucoup et longtemps. Alors Blondine, elle est trop petite pour comprendre que sa maman était morte. Donc, ce que dit la comtesse dans le conte, elle dit, elle ne pleura donc pas et continua à rire, à jouer, à téter et à dormir paisiblement. Et le roi aimait tendrement sa fille Blondine. Et Blondine aimait le roi plus que tout au monde. Là, on voit l'amour protecteur du papa envers sa fille. Il remplace comme il peut cette mère absente. Voilà. Donc, Blondine est très heureuse avec son papa. On parle un peu de monoparentalité. Voilà, le roi, en fait, il avait le rôle de deux parents. Et un jour, on dit au roi Bénin de se remarier pour avoir un fils. Toujours cette... il faut faire un fils, pour qu'il puisse être roi après lui. Toujours cette obsession de l'époque pour avoir un fils. Comme si nous, les filles, on ne pouvait pas gouverner. Et pourtant, il y a de très grandes reines qui ont marqué l'histoire. Voilà. Donc le roi, il refuse d'abord de se remarier. Et enfin, il céda aux insistances et aux désirs de ses sujets. Et il dit à son ministre, alors elle lui a donné un nom formidable, la comtesse de Ségur, le ministre Léger. Voilà. Le ministre Léger. Il laisse son destin en main à son ministre. Voilà, quelle horreur. Voilà. Donc, il dit, mon cher ami, on veut que je me remarie. Je suis encore si triste de la mort de ma pauvre femme Doucette que je ne peux pas m'occuper moi-même d'en chercher une autre. Donc, chargez-vous-en de me trouver une princesse qui rende heureuse ma pauvre Blondine. Je ne demande pas autre chose. Voilà. Donc, lui, il part à la recherche d'une princesse, on va dire, idéale pour le roi. Et un jour, le ministre Léger, il va chez un roi voisin, le royaume du roi Turbulent. Alors moi, j'aime bien le mot, le prénom. Donc, ce roi Turbulent, il a une fille qui s'appelle Fourbette. Elle est d'une grande beauté et le ministre ne juge que de sa beauté. Elle va faire une reine parfaite, elle va donner de beaux enfants, super. Voilà, il ne regarde même pas si c'est une bonne personne. L'affaire est dans le sac et hop, il demande au roi Turbulent la main de sa fille. Voilà, on voit l'efficacité du ministre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la comtesse de Ségur l'a appelé Léger. C'est pas sérieux tout ça. Le roi Turbulent, enchanté de se débarrasser de sa fille, qui sait qu'elle a un caractère méchant, jaloux et orgueilleux, donc il lui donne avec plaisir à Léger pour l'emmener dans le royaume du roi Bénin. Voilà, là on voit aussi le mariage, des mariages arrangés. Les femmes, c'était aussi de la marchandise, quand même. Donc Léger, il part, il emmène la princesse Fourbette. Le roi Bénin la trouva très belle, bien sûr, mais elle ne valait pas sa première femme qui était si douce. Et quand Fourbette voit Blondine, elle la regarde avec des yeux si méchants que la pauvre petite, qui avait que 3 ans, eut peur et se mit à pleurer. Et elle va se blottir dans les bras de son père en lui disant qu'elle est méchante. La petite, elle sent déjà que là, ça ne va pas passer. Et du coup, le roi les sépare et il fait en sorte que Fourbette et Blondine vivent séparés dans le château. Là, on va voir dans le conte le harcèlement qui commence déjà à l'arrivée de la reine avec ce regard. Parce que le harcèlement, ça peut être sous différentes formes. Donc, il y a déjà le regard, impressionner, faire peur,
Voilà, les yeux sont très révélateurs d'une personne jalouse, ça se voit tout de suite. Et Fourbette, elle va faire en sorte que le roi ne voit jamais ce genre de comportement devant lui. Voilà, je fais mon plus beau sourire par devant et c'est le coup de poignard par derrière. Voilà, j'attends que le roi ait le dos tourné pour malmener ta fille. Voilà, c'est l'art de la manipulation absolue. Et malheureusement, 1 an plus tard, la reine Fourbette, elle donne une fille au roi qui s'appelle Brunette. Ah, j'aime bien les prénoms, hein, ils sont bien trouvés. Voilà, et qui est méchante avec sa demi-sœur Blondine. Brunette est déjà un bébé qu'elle mord déjà sa grande sœur. Voilà. Mais Blondine, elle défend toujours sa petite sœur parce qu'elle dit qu'elle est encore trop petite pour se rendre compte de ce qu'elle fait. Voilà, Blondine a hérité de la bonté et la douceur de sa mère. Donc évidemment, la jalousie est toujours là chez la reine. Et un jour, la reine Fourbette, elle a un plan diabolique où elle décide de se débarrasser de Blondine pour être l'unique héritière avec sa fille. Elle ne supporte plus la bonté de cet enfant, de Blondine, de sa beauté, que les gens l'aiment, l'amour du roi pour sa fille. Voilà, c'est l'ombre absolue qui veut anéantir la lumière. Et là, elle utilise le page, le petit page et confident de la princesse Blondine, Gourmandinet, pour la perdre dans la forêt des Lilas, réputée pour être une forêt ensorcelée où personne ne revient de cet endroit. Donc Fourbette va détruire l'amitié entre Gourmandinet et Blondine en achetant le page. C'est la manipulation absolue. Elle sait les faiblesses du petit garçon, sa gourmandise. Et la reine, elle arrive à ses fins en lui disant qu'il serait riche avec plein de bonbons, de pâtisseries. Lui, au départ, il ne veut pas trahir son amie, Blondine. Il a des remords, mais il a aussi très peur de la reine. Et celle-ci, elle lui donne chaque jour des sucreries pour qu'il lui fasse confiance. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu la Reine des Neiges, je donne des sucreries. Puis après, elle le prive de sucreries. Je t'en donne, mais maintenant c'est fini. Et malheureusement, pour en avoir, eh bien, Gourmandinet, il bascule dans la trahison. Là, on aborde la trahison en amitié dans ce conte. Ça parle beaucoup d'amitié, comparé aux autres contes de fées, où l'on parle d'amour. Enfin, il y a une belle histoire d'amour aussi, hein. Mais on parle beaucoup de la trahison en amitié. Et voilà. Et quand on lit ce conte, on va tous voir les fois où on a été trahi en amitié. Ça réveille, hein, ça peut réveiller une petite douleur au cœur. Donc, dans une petite calèche tirée par des autruches, Gourmandinet amène la jeune princesse devant la forêt des Lilas. Donc, c'est pas le même chemin habituel. Donc, la petite Blondine n'a jamais entendu parler de cette forêt, donc elle ne se méfie pas du tout. Alors, je mets une petite parenthèse, hein, il y a des autruches qui tirent la calèche. Donc, les autruches, en fait, elles ont un symbole. En fait, elles représentent le courage. Elles représentent aussi la réputation de combativité, de courage, voilà. Voilà. Et sa plume est devenue légendaire. On en retrouve beaucoup dans les familles royales. Alors avant qu'il pût répondre, les autruches touchèrent à la grille de la forêt des Lilas. Et donc la petite, elle s'écrie « Oh, qu'ils sont magnifiques ces lilas, que c'est merveilleux. Oh, je vais faire un gros bouquet de ces lilas que je vais offrir à mon papa. Descends, Gourmandinet, va m'en chercher quelques branches. » Et lui, il répond « Je ne puis descendre, princesse. Les autruches pourraient s'en aller pendant que je serai absent. » Et elle dit « Mais moi, je peux les ramener bien seule au palais. » « Oui, mais le roi me gronderait de vous avoir abandonné, princesse. Il vaut mieux que vous alliez vous-même cueillir et choisir vos fleurs. » Et elle dit « C'est vrai, je serais bien fâchée de te faire gronder. » Voilà, trop gentille. Et en disant ces mots, elle sauta de la calèche, franchit les barreaux de la grille et se mit à cueillir des lilas.
Alors là, on voit qu'il y a des barreaux d'une grille, voilà, qui représentent le passage vers la forêt des lilas. Donc à ce moment-là, Gourmandinet, il frémit quand même, hein, il a des remords. Hein. À un moment donné, il l'appelle. Il se dit, je suis en train de faire une bêtise, je suis vraiment en train de faire une bêtise. Et il l'appelle. Seulement le problème, c'est qu'elle a déjà franchi la grille. Elle est déjà rentrée dans la forêt des lilas. Et Blondine n'entend plus la voix de Gourmandinet. Elle est de l'autre côté. Et lui, comme il voit, à un moment donné, elle s'enfonce peu à peu et il voit qu'elle disparaît complètement à ses yeux. Donc après, il revient au château. Et la reine le récompense. Elle lui remet plein de friandises, des cassettes d'or, mais Gourmandinet, il fallait qu'il disparaisse. Donc, il monta sur un mulet, sans mot dire, il partit au galop, mais malheureusement, il ne savait pas bien tenir sur un cheval ou un mulet, et à un moment donné, le mulet, il se cabre, et lui, il tombe à terre, et il se tue sur le coup. Donc en fait, il ne retira même pas de son crime le profit qu'il en avait espéré, puisqu'il n'avait même pas encore goûté les bonbons que lui avait donnés la reine. C'est ce qu'a marqué la comtesse de Ségur. Personne ne le regretta, car personne ne l'avait aimé, excepté la pauvre Blondine, que nous allons rejoindre dans la forêt des lilas. Même le nom de la forêt est magique. Hein. La forêt des lilas, quoi. Oui. Alors, l'histoire des bonbons, ça me rappelle un autre conte, tu sais, un frère et une sœur, Hansel et Gretel. Ah oui, tout à fait. Quand elle arrive, oui, puis il y a la maison de la sorcière. Oui. Alors c'est marrant hein, qu'une reine dans ce conte offre des bonbons. C'est comme si on appâtait les enfants avec les bonbons constamment et que derrière s'en ressortait quelque chose d'important à mettre en avant. C'est pas parce qu'on te donne des bonbons qu'on est quelqu'un de bon et de bienveillant en fait. Oui. D'ailleurs, on dit souvent aux enfants, attention, n'accepte pas des bonbons d'un inconnu ou de quelqu'un. Comme ça. Comme Blanche-Neige. Voilà. Blanche-Neige. Tu vois elle est dedans. Voilà. Donc, lorsque Blondine, elle entre dans cette forêt, elle se mit à cueillir évidemment des belles branches de lilas. Mais en fait, la forêt, elle change d'apparence à chaque fois. Et il y a plus d'une heure que Blondine était ainsi en train de cueillir les lilas. Et à un moment donné, elle commence à se sentir fatiguée. Et elle se dit, peut-être falloir que je retourne voir Gourmandinet. Et elle se rend compte qu'elle ne reconnaît pas trop le paysage. Et elle se dit, il paraît que j'étais plus loin que je ne croyais. Je vais retourner sur mes pas. Mais voilà, elle marcha pendant quelques temps, mais elle n'apercevait pas la fin de la forêt. Bien des fois, elle appela Gourmandinet, mais personne ne lui répondait. Et enfin, elle commença à s'effrayer, à avoir peur. Parce que la forêt, elle change d'apparence à chaque pas. Tu sais même plus où tu es. Et elle se dit que vais-je devenir dans cette forêt toute seule? C'est normal, une enfant qui, en plus, elle a 7 ans. Ça rappelle un peu Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige aussi, elle avait 7 ans quand elle a été perdue dans la forêt. Donc, elle se dit, que va penser mon pauvre papa de ne pas me voir revenir? Et le pauvre Gourmandinet, voilà, il va se faire maltraiter, enfin voilà. Donc, malheureuse que je suis, je vais mourir de faim et de soif dans cette forêt. Et Blondine tomba par terre, au pied d'un gros arbre, et elle se mit à pleurer amèrement. Elle pleura longtemps, et enfin la fatigue l'emporte sur le chagrin. Elle posa sa tête sur ses bottes de lilas, et elle s'endormit. Donc là, on voit quand même la protection de cet arbre qui est imposant, où elle s'endort à ses pieds. Voilà, la protection de la nature. Alors, c'est beau. Là, c'est ma scène préférée, un petit peu. Elle fait partie de mes scènes préférées. Là, on arrive à la scène 4, qui s'appelle le premier réveil de Blondine. Parce que comme je vous ai dit, il y a 10 parties. Donc, 10 tableaux, en fait. Donc là, on est dans la scène 4, où c'est le premier réveil de Blondine, c'est marqué Beau Minon. Donc, comme je dis, c'est ma préférée. Donc, Blondine, elle dort toute la nuit.
aucune bête féroce ne vint troubler son sommeil. Le froid ne se fit pas sentir. Elle se réveilla le lendemain assez tard, elle se frotta les yeux, très surprise de se voir entourée d'arbres, au lieu de se trouver dans sa chambre et dans son lit. Elle appela sa bonne. Et à ce moment-là, un miaulement doux lui répondit. Étonnée et presque effrayée, elle regarda à terre et vit à ses pieds un magnifique chat blanc qui la regardait avec douceur et qui miaulait. Alors le symbole du chat blanc, voilà, le chat blanc, c'est le symbole de la chance. Il est appelé le chat aussi le porte-bonheur, mais surtout le mangeur de chagrin. Et oui, le chat a ce pouvoir. Et elle, quand elle voit le chat, elle lui donne tout de suite le prénom. Elle ne sait même pas qu'il s'appelle Beau-Minon, mais elle le sait. Et elle lui dit « Ah, Beau-Minon, que tu es jolie !» Voilà, s'écria Blondine en passant la main sur ses beaux poils blancs comme la neige. Donc là, on voit qu'elle est quand même, elle a une bonne perception. Hein. Et elle dit « Je suis bien contente de te voir, Beau-Minon, car tu me mèneras à ta maison, mais j'ai bien faim et je n'ai pas la force de marcher avant d'avoir mangé. » Donc, à ce moment-là, Beau-Minon, il miaule encore et il lui montra avec sa petite patte un paquet posé près d'elle et qui était enveloppé dans un linge fin et blanc. Elle ouvrit le paquet et y trouva des tartines de beurre. Et là, la petite, évidemment, elle est heureuse comme tout, elle mord dedans dans ces tartines qui sont délicieuses. Elle donna quelques morceaux à Beau-Minon, qui eut l'air de les croquer avec délice. Et donc après, quand ils eurent bien mangé, donc Beau-Minon, à un moment donné, parce qu'elle elle dit « Ramène-moi à mon père ». Et lui, il secoue la tête, l'air de dire « Non, 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 tu ne peux pas ». Le chat lui montre un autre chemin. Ah oui, parce que le chat ne parle pas dans ce conte. Hein. Il ne fait que miauler. Mais enfin bon. Bon, Beau-Minon, pour toute réponse, s'élança dans les buissons qui s'ouvrirent d'eux-mêmes. Donc déjà, on voit la magie, là, tout d'un coup, les buissons qui s'ouvrent d'eux-mêmes pour laisser passer Beau-Minon et Blondine qui se refermaient quand ils étaient passés. Et donc Blondine, elle marche pendant au moins plus d'une heure et à mesure qu'elle s'avançait, la forêt devenait plus claire, l'herbe était plus fine, les fleurs croissaient en abondance, on voyait de jolis oiseaux qui chantaient, des écureuils qui grimpaient le long des branches. Blondine, qui ne doutait pas qu'elle allait sortir de la forêt et qu'elle reverrait son père, était enchantée de tout ce qu'elle voyait. Et à un moment donné, ils arrivent, au bout d'une heure, on aperçoit un magnifique château. Donc Beau-Minon, il la conduit devant une grille dorée, donc toujours ce symbole des grilles, hein, avec, donc celle-là, elle était dorée. Donc là, on va passer une autre porte, hein, un autre passage enchanté. Donc Blondine ne savait pas comment faire pour y rentrer, il n'y avait pas de sonnette. Ça rappelle La Belle et la Bête, hein. Le père qui arrive, il n'y a pas de sonnette hein, à la grille hein, du château. Hein. Et Beau-Minon, donc lui, il avait disparu. Il est passé par une petite trappe, voilà, par un petit passage qui semblait être fait exprès pour lui, et il avait probablement averti quelqu'un du château, parce que la grille, elle s'ouvre toute seule. Voilà. Et Blondine, elle pénètre dans un vestibule tout en marbre blanc et rare. Toutes les portes s'ouvrent seules. Voilà. Et Blondine, elle parcourt une suite de beaux salons. Enfin, vraiment, c'est incroyable, quoi. Il y a beaucoup de magie quand même. Hein. Les portes s'ouvrent toutes seules, c'est beau. Hein. Voilà. Et à un moment donné, il l'amène dans un magnifique salon bleu et or, dont toujours les couleurs hein, royales, hein, où là, elle voit une biche blanche.
moi, voilà, c'est une biche blanche. Hein. Donc la biche blanche, hein, elle apparaît, souvent c'est un animal fantastique, hein, qui surgit de l'au-delà pour égarer les chasseurs, on dit, mais elle peut se changer en superbe femme. Ils disent souvent, certaines femmes se métamorphosent la nuit et le jour venu en blanche biche à la suite d'une malédiction. Voilà, elle symbolise la connexion avec notre essence intérieure, favorisant la sensibilité et l'intuition. La biche, elle guide vers la grâce et la douceur. Voilà, donc c'est tout à fait l'animal enchanté. Donc cette biche blanche, elle est couchée sur un lit d'herbe fine et odorante, et Beau-Minon était près d'elle, bien à côté d'elle. Et la biche voit Blondine, elle se lève, alla à elle et lui dit « Soyez la bienvenue, Blondine. Il y a longtemps que moi et mon fils Beau-Minon, nous vous attendons. » Ah, donc elle était prédestinée à venir. Donc c'est vrai qu'elle est quand même effrayée, la petite, parce que imagine, tu te retrouves devant une biche qui parle. Pour une enfant, ça a dû quand même faire peur quand même. Agnieszka, on a plein de magnifiques retours sur le chat. Hein. Vraiment, les enchanteurs adorent t'écouter parler de ce conte. De toute façon, ils adorent t'écouter tout court, hein, je te le dis. C'est trop beau ce qu'ils disent. Ah, mais vraiment, est-ce qu'on peut faire juste une petite pause pour que je puisse te lire ces beaux messages? Mais bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, on a Géraldine qui est là. On lui fait plein de bisous. Ah, bonjour Géraldine. Elle dit, ce conte... Je l'embrasse très fort. Ce conte est incroyable. Merci pour ta magnifique chronique, Agnieszka. Alors, je vais remonter parce qu'elle a aussi partagé plein de belles choses. Merci beaucoup, Agnieszka, pour ces magnifiques chroniques. Je vais remonter. C'est toujours aussi passionnant d'écouter Agnieszka. Donc ça, c'est Géraldine. Hein. Donc, elle adore hein, ce que tu fais, bien sûr. Hein. Donc, merci Géraldine pour ces jolis messages. Il y a aussi, bien sûr, Abyss hein, qui a laissé un message juste magnifique qui dit c'est toujours aussi passionnant d'écouter Agnieszka. C'est beau. Hein. Oh, ça me touche. Ah, je vais pas pleurer. Hein. Bravo Agnieszka. Qu'est-ce qu'elle raconte bien, Agnieszka? Ça, c'est Abyss aussi. On a plein de beaux retours. Et Pascal également. Pascal qui dit... Merci pour cette chronique. On en apprend tous les jours. C'est vraiment de très beaux messages. Je crois que tu te connectes pour pouvoir les lire. Ah écoute, je vais les regarder après parce que là, comme je suis dans mon compte. Je suis désolée, mais je les vois passer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Je vais regarder tout à l'heure. Ok. Ouais. Mais en tous les cas, ça me fait énormément plaisir parce que c'est vrai, quand on raconte une histoire, on ne sait pas forcément si ça va plaire ou pas plaire. Ah, si. Mais là, c'est vrai que celle-là, en général, je l'ai tellement racontée je l'ai racontée lors de spectacles. Je l'ai fait. Et il faut savoir aussi que le Miroir des Contes, donc ma chaîne, on a été le premier média à réaliser ce conte en conte animé. Donc, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Il dure 40 minutes. Hein. Il est énorme. Oui. C'est le plus long, mais il est adoré dans les écoles, vraiment, parce que comme ça, les enseignants, ils montrent aux enfants les contes de la comtesse de Ségur. C'est pas que les malheurs de Sophie. Et vraiment, il a même été partagé dans d'autres pays à l'étranger, des pays slaves notamment, parce que la comtesse de Ségur, il faut savoir aussi, elle avait des origines russes. Et donc voilà, donc je me retrouve des fois sur d'autres plateformes qui, ce conte est sur d'autres plateformes étrangères et ça me fait hyper plaisir. Où ils apprennent en même temps le français. Mmh. Oui. Et oui, oui. Les poussières d'étoiles. Hein. Ah oui, les poussières d'étoiles. Donc, cette histoire, je la trouve tellement belle parce qu'on retrouve tout à fait la magie de La Belle et la Bête, de Madame de Villeneuve, quand elle est dans le château. Alors, on va continuer, parce qu'il y a tellement de choses à dire, oh là là, dans ce conte. Alors, donc, Blondine, elle est effrayée, et la biche, en fait, elle la rassure. Elle lui dit, rassurez-vous, Blondine, vous êtes avec des amis,
Je connais le roi votre père et je l'aime ainsi que vous. Oh, madame, dit Blondine, si vous connaissez le roi mon père, ramenez-moi chez lui. Il doit être bien triste de mon absence. Ma chère Blondine, reprit Bonne Biche en soupirant, il n'est pas en mon pouvoir de vous rendre votre père. Vous êtes sous la puissance de l'enchanteur de la forêt des lilas. Moi-même, je suis soumise à son pouvoir supérieur au mien. Mais je puis envoyer à votre père des songes qui le rassureront sur votre sort et qui lui apprendront que vous êtes chez moi. Et là, c'est beau, parce que là, on parle du pouvoir des rêves, de la connexion avec le monde du réel et de l'entre-deux-mondes, en fait. Puisque Bonne Biche va pouvoir envoyer donc des songes, des choses, des nouvelles dans ses rêves, en fait, au père. Je trouve ça très beau. Donc la petite, elle dit, mais comment madame, ne reverrai-je jamais mon père, mon pauvre père que j'aime tant? Et elle dit, chère Blondine, ne nous occupons pas de l'avenir. La sagesse est toujours récompensée. Vous reverrez votre père, mais pas encore. En attendant, soyez dociles et bonnes. Beauminon et moi-même ferons tout notre possible pour que vous soyez heureuse. Donc c'est beau, c'est une biche merveilleuse quand même. Hein. Donc Blondine, elle soupire, elle pleure un petit peu parce que quand même elle voulait voir son père, puis elle a 7 ans, hein, faut pas oublier. Hein. Donc Bonne Biche et Beauminon la menèrent voir l'appartement qui lui était destiné. Donc la chambre de Blondine était toute tapissée de soie rose brodée en or. Les meubles étaient en velours blanc, brodés admirablement avec les soies les plus brillantes. Là, elle décrit bien la comtesse de Ségur. Hein, elle décrit bien en fait, les pièces. Et là, on se retrouve aussi dans la magie du château de Madame de Villeneuve. C'est tout à fait ça. Donc tous les animaux, les oiseaux, les papillons, les insectes y étaient représentés. Donc c'est des animaux évidemment qui représentent la lignée royale. Donc près de la chambre de Blondine était son cabinet de travail à Bonne Biche. Donc il était tendu en damas bleu de ciel brodé en perles fines. Donc on peut imaginer que les pièces étaient extrêmement travaillées. C'était d'une magnificence absolue. Les meubles étaient en moire d'argent, rattachés avec de gros clous en turquoise. Donc imaginez les détails, les petits détails des meubles, ça devait être splendide. Donc sur le mur, alors c'est là justement qu'on retrouve un petit peu le côté de La Belle et la Bête, en plus, sur le mur étaient accrochés 2 magnifiques portraits représentant une jeune et superbe femme et un charmant jeune homme. Leur costume, leur costume indiquait qu'ils étaient de race royale. Et là, ce n'est pas juste un portrait du prince, hein, comme dans La Belle et la Bête. Là, il y a 2 portraits. Et c'est là tout le mystère de l'histoire. Qui se trouve sur les portraits, en fait. Voilà. Donc, il y a un portrait qui représente une magnifique, superbe femme. Voilà. Et l'autre portrait, c'est un charmant jeune homme. Et qui sont superbes habillés. Ils avaient des costumes royaux, quand on voyait que c'était de race royale. Hein. Et donc, évidemment, la petite, évidemment, les enfants, hein, mais de qui sont ces portraits? Qui sont ces portraits? Donc, et elle, Bonne Biche, elle dit, il m'est défendu de répondre à cette question, chère Blondine. Plus tard, vous le saurez, mais voici l'heure du dîner. Venez, Blondine, vous devez avoir de l'appétit. Donc là, évidemment, parce que la petite, elle mourait de faim et tout. Donc là, on décrit vraiment la scène du dîner. Écoute, c'est la fête dans La Belle et la Bête. Parce que là, t'en as de partout. Oui. Et les objets aussi, ils parlent et tout et tout? Bah écoute, dans la description, en fait,
Blondine en effet mourut de faim, elle suivit Bonne Biche et entra dans une salle à manger où était une table servie bizarrement. Il y avait un énorme coussin en satin blanc placé par terre pour Bonne Biche devant elle, sur la table, des bottes d'herbe choisies fraîches, donc succulentes. Bon, en face de Bonne Biche était un tabouret élevé pour Beau Minon. Voilà, enfin bref, le dîner fut exquis. Les volailles les plus fines, le gibier le plus rare, les poissons les plus délicats, les pâtisseries, les sucreries plus parfumées. Blondine avait faim, elle mangea de tout et trouva tout excellent. C'est-à-dire que ça volait, quoi. Ça arrivait dans son assiette. Ah oui. Tu vois, c'était comme magique. Oui. Il y avait des petits pois? Alors, je ne sais pas s'il y avait des petits pois. Non, elle n'en a pas parlé. Elle a parlé simplement. Eh ben non, c'est un scandale. Tu sais, juste pour info, Agnieszka, que maintenant je mange des petits pois beaucoup plus souvent qu'avant. Ah bon? Oui. Depuis. Ah, je te jure, ça m'a chamboulé ton compte là. Le dernier. Avec Louis XIV qui a fait pousser justement les petits pois à Versailles. D'ailleurs, bisous à Roxane qui nous écoute ce matin, qui t'écoute, hein, ma très chère Agnieszka, qui est aussi une grande passionnée de Versailles. Donc, Roxane, écoute le conte d'Agnieszka autour. C'était le petit pois, la princesse au petit pois. Tu vas découvrir des choses de dingue autour de Versailles. Voilà, c'est une petite anecdote. Des petites anecdotes, hein. J'aime bien trouver ça plus. Donc, alors voilà, non, oui, parce qu'après le dîner, voilà, Bonne Biche et Beau Minon, ils amènent Blondine dans le jardin. Alors, on voit qu'il y a plein d'arbres fruitiers, tous succulents. Il y a des papillons enchantés. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est d'une magie absolue. Donc, évidemment, une petite fille, quand elle se retrouve comme ça, elle a des nouveaux amis qui sont super adorables, gentils. Et tout d'un coup, elle voit toutes ces couleurs, cette magie. Enfin, elle est comme dans un rêve, la petite. Hein. Donc, Bonne Biche, à un moment donné, elle lui propose d'aller se coucher, ce que Blondine accepte avec joie. Et au moment où elle rentre dans sa chambre à coucher, la petite, elle trouve 2 gazelles qui devaient la servir. Donc, c'est des animaux qui servent la princesse. Donc, c'est marqué, elles la déshabillèrent avec une habileté merveilleuse, la couchèrent et s'établirent près du lit pour la veiller. Voilà, donc les gazelles, hein, c'est symbole intemporel de la beauté, de la liberté, de la féminité. Voilà, ça rappelle la richesse de notre héritage culturel, la puissance de notre identité. Et puis les gazelles, c'est tellement gracieux. C'est la grâce. Hein. Donc Blondine, elle ne tarde pas du tout à s'endormir. Voilà, non sans avoir pensé à son père, oui, voilà. Elle a beaucoup pleuré parce que quand même ça lui fait quelque chose d'être séparée de lui. Donc là, on voit la séparation, elle a 7 ans. Hein. Son père, c'est sa famille. Hein. C'est dur pour une petite fille de son âge. Mais voilà, donc elle s'endort. Et là, on arrive à une scène magique. C'est quand elle se réveille. Ah, que va-t-il se passer à son réveil? Ta-ta-tan. Eh bien, Blondine, elle dort donc profondément. Et quand elle se réveille, eh bien, il lui sembla qu'elle n'était plus la même que lorsqu'elle s'était couchée. Elle se voyait, comment dire, plus grande. Ses idées lui semblèrent aussi avoir pris du développement. Elle se sentait instruite. Elle se souvenait d'une foule de livres qu'elle croyait avoir lus pendant son sommeil. Elle se souvenait d'avoir écrit, dessiné, chanté, joué du piano et de la harpe. Pourtant, sa chambre était bien celle que lui avait montrée Bonne Biche et dans laquelle elle s'était couchée la veille. Agitée, inquiète, elle se leva, courut devant une glace, donc un grand miroir, toujours cet effet de miroir. Et elle vit dans ce miroir qu'elle était grande. Et nous devons l'avouer, se trouva charmante, comme l'écrit la comtesse de Ségur, elle se trouva charmante, plus jolie 100 fois que lorsqu'elle s'était couchée. Ses beaux cheveux blonds
tombaient jusqu'à ses pieds. Son teint blanc et rose, ses jolis yeux bleus, son petit nez arrondi, sa petite bouche vermeille, ses joues rosées, sa taille fine et gracieuse, faisaient d'elle la plus jolie personne qu'elle eût jamais vue. Voilà, là nous sommes dans une phase de transformation de l'enfance à l'adolescence. Émue, presque effrayée, elle s'habilla à la hâte et courut chez Bonne Biche, qu'elle trouva dans l'appartement où elle l'avait vue la première fois. Et là, elle dit, Bonne Biche, expliquez-moi de grâce la métamorphose que je vois et que je sens en moi. Je me suis couchée hier soir enfant et je me réveille ce matin grande personne. Est-ce une illusion ou bien ai-je véritablement grandi ainsi dans une nuit? Et là, elle lui répond, il est vrai, ma chère Blondine, que vous avez aujourd'hui 14 ans, mais votre sommeil dure depuis 7 ans. Ça rappelle un peu la Belle au bois dormant, sauf que là, c'est pas 100 ans, c'est 7 ans. Mon fils Beauminon et moi, nous avons voulu vous épargner les ennuis des premières études. Quand vous êtes venu chez moi, vous ne saviez rien, même pas lire. Je vous ai endormi pour 7 ans et nous avons passé ces 7 années à vous apprendre en dormant. Beauminon et moi à vous instruire. Oh, je vois dans vos yeux que vous doutez de votre savoir. Venez avec moi, Blondine, dans votre salle d'études et assurez-vous par vous-même de ce que vous savez. Donc Blondine, elle suit Bonne Biche jusqu'à la salle d'études. Et tout d'un coup, la petite, elle court au piano, elle se mit à jouer. Elle vit qu'elle jouait très bien. Elle a même essayé la harpe. Et elle chante merveilleusement. Elle prend des crayons, des pinceaux, elle dessine, elle peint avec une facilité qui dénotait un vrai talent. Elle essaya d'écrire et se trouva aussi habile que pour le reste. Donc, elle parcourt des yeux ses livres et se souvient de les avoir presque tous lus. Et donc, surprise, ravie, elle se jette au cou de Bonne Biche. Elle l'embrasse tendrement Beauminon et elle leur dit « Oh, mes chers amis, mes vrais amis, que de reconnaissance ne vous dois-je pour avoir ainsi soigné mon enfance, développé mon esprit et mon cœur, car je le sens, tout est amélioré en moi et c'est à vous que je le dois. » Voilà. Elle demanda à Bonne Biche qu'elle aimerait avoir des nouvelles de son père. Voilà, enfin, c'est quand même extraordinaire quand même qu'en 7 ans, voilà, elle, tout d'un coup, elle était devenue instruite et tout. C'est très, très magique, cette scène. Donc, elle demanda à Bonne Biche qu'elle aimerait bien avoir des nouvelles de son père. Et Bonne Biche montre une glace, donc toujours un miroir magique. Et elle dit dans ce miroir magique, voilà, elle fait apparaître le roi dans son reflet. Donc la petite, elle peut voir le roi son père dans ce miroir. Et elle voit que le roi avait vieilli et qu'il était inconsolable depuis la disparition de Blondine. Voilà. Donc ça rend triste hein, quand même la petite, elle l'a vu, mais elle voit quand même que son papa est quand même fou de chagrin parce que depuis 7 ans, il a peu vu sa fille. Donc, Blondine, elle se promenait toujours avec Beauminon. Alors, c'est les meilleurs amis du monde. Hein. La petite et ce chat blanc, ils s'adorent. Ils s'aiment, mais ils s'aiment. Vous savez, quand on aime son chat, hein, voilà, vous savez, quand vous aimez votre chat, c'est votre doudou, c'est votre, voilà, c'est votre meilleur ami. Voilà, donc Blondine, elle se promenait toujours accompagnée de Beauminon, qui lui indiquait les plus jolies promenades, les plus belles fleurs. Et Bonne Biche, par contre, avait fait promettre à Blondine que jamais elle ne devait franchir l'enceinte du parc et qu'elle ne devait jamais aller dans cette forêt à partir de là. Il fallait vraiment pas qu'elle y aille. Donc plusieurs fois, Blondine avait demandé à Bonne Biche hein, la cause de cette défense. Hein, et Bonne Biche avait répondu « Ah, bonne Blondine, ne demandez pas à pénétrer dans la forêt. C'est une forêt de malheur. Puissiez-vous ne jamais y entrer. »
Alors, quelquefois, Blondine, elle montait dans un pavillon qui était sur une éminence au bord de la forêt parce qu'elle voulait voir quand même ce que c'était. Puis, je savais quand un enfant, on lui dit, il ne faut pas y aller, et ben, il aura tendance à vouloir y aller. Hein. Donc, la petite, elle monte à un arbre, et un arbre très très haut, et elle commence à voir cette forêt au loin. Et elle voyait des arbres magnifiques, des fleurs charmantes, des milliers d'oiseaux qui chantaient, qui voltigeaient, comme pour l'appeler. Et elle se dit, mais pourquoi Bonne Biche ne veut pas que j'y aille? Mais quel danger, puisque tout est extraordinaire. Et d'ailleurs, Beauminon, il faisait en sorte qu'elle n'y aille pas non plus. Il miaulait, hein. Il lui prenait sa robe et puis il lui tirait la robe, quoi. Hein. Donc voilà. Donc à un moment donné, évidemment, la petite, elle s'ennuyait un petit peu. Et un jour, eh bien, il y a un perroquet qui va frapper à la fenêtre de sa chambre. Donc le perroquet, on sait que c'est un symbole au niveau de la communication. Il a le pouvoir du mimétisme. Hein. Voilà, hein, il représente l'éloquence. Hein. Il a l'art de toucher et de persuader par le discours, hein, le perroquet, hein, au niveau signification. Hein. C'est pas pour rien que la comtesse de Ségur, elle a choisi cet animal. Voilà, parce que maintenant on peut avoir un doute sur qui est bon ou méchant hein, dans ce conte. Hein. On est un peu perdu des fois. Hein. L'art de la manipulation et les apparences trompeuses sont vraiment présentes hein, dans son conte. Hein. Donc un matin, Blondine, elle était triste et seule parce que à force de parler tout le temps aux animaux, elle aurait bien aimé parler à des humains. Hein. Donc elle réfléchissait et à un moment donné, elle fut distraite de sa rêverie par 3 petits coups frappés doucement à sa fenêtre. Donc 3, tac, tac, tac. Levant la tête, elle aperçoit un perroquet du plus beau vert avec la gorge et la poitrine orange. Et surprise de l'apparition de ce petit être, elle alla ouvrir sa fenêtre et fit entrer le perroquet. Et il lui dit « Bonjour Blondine, je sais que vous vous ennuyez quelquefois, faute de trouver à qui parler, et je viens causer avec vous. Mais de grâce, ne dites pas que vous m'avez vue, car Bonne Biche me tordrait le cou. » « Et pourquoi cela, beau perroquet? Bonne Biche ne fait de mal à personne. Elle ne hait que les méchants. » « Blondine, si vous ne me promettez pas de cacher ma visite à Bonne Biche et à Beauminon, je m'envole pour ne jamais revenir. » « Ah, puisque vous le voulez, beau perroquet, je vous le promets. »« Oh, causons un peu, il y a si longtemps que je n'ai pas causé. Vous me semblez gai et spirituel, vous m'amusez, je n'en doute pas. » Donc Blondine écouta les contes du perroquet. Voilà, le perroquet lui raconte des contes, qui lui fit fort compliment sur sa beauté, sur ses talents, voilà, sur son esprit. Le perroquet, il la flatte beaucoup, hein, Blondine. Hein. Blondine était enchantée, voilà, c'est le flatteur. Et au bout d'1 heure, le perroquet s'envola, promettant de revenir le lendemain. Il revint ainsi pendant plusieurs jours et il continua à la complimenter et à l'amuser. Et un matin, il frappe à la fenêtre de Blondine et lui dit « Blondine, Blondine, ouvrez-moi, je viens vous donner des nouvelles de votre père, mais surtout pas de bruit, si vous ne voulez pas me voir tordre le cou. » Donc Blondine, elle ouvre donc au perroquet et évidemment, elle dit « Mais est-il vrai, mon beau perroquet, que tu veux me donner des nouvelles de mon père ? » « Votre père va bien, Blondine. Il pleure toujours votre absence. Je lui ai promis d'employer tout mon petit pouvoir à vous délivrer de votre prison, mais je ne puis le faire que si vous m'y aidez. »« Ma prison ?» dit Blondine. Mais vous ignorez donc toutes les bontés de Bonne Biche et de Beauminon pour moi, les soins qu'ils ont donnés à mon éducation, leur tendresse pour moi. Ils seront enchantés de connaître un moyen de me réunir à mon père. Venez avec moi, beau perroquet, je vous en prie, je vous présenterai à Bonne Biche. »« Ah, Blondine, reprit de sa petite voix aigre le perroquet,
Vous ne connaissez pas Bonne Biche ni Beau Minon. Ils me détestent parce que j'ai réussi quelquefois à leur arracher leur victime. Jamais vous ne verrez votre père, Blondine. Jamais vous ne sortirez de cette forêt si vous me l'enlevez, pas vous-même le talisman qui vous y retint. Il parle d'un talisman. Et Blondine dit, quel talisman? Je n'en connais aucun. Et quel intérêt Bonne Biche et Beau Minon auraient-ils à me retenir prisonnière? L'intérêt de désennuyer leur solitude, Blondine. Et quant au talisman, c'est une simple rose, cueillie par vous. Elle vous délivrera de votre exil et vous ramènera dans les bras de votre père. Donc, on parle de talisman, voilà, qui a évidemment le pouvoir surnaturel. Et là, c'est une rose. Donc, ça rappelle beaucoup La Belle la Bête, qu'en fait, que si Blondine arrache cette rose, elle va se retrouver dans les bras de son père. Ah. Non, mais c'est énorme, là, ce que tu dis. Hein. Alors, j'adore quand tu fais des voix aussi. Hein. On est sous le charme. Ah, bah écoute. Alors, voilà. Donc, cette pauvre Blondine, elle croit aveuglément ce perroquet. Hein. C'est vrai, elle ne regarde plus du même œil, reconnaissant l'existence douce et heureuse que lui avaient faite Bonne Biche et Beau Minon. Tu vois, elle va suivre les conseils du perroquet. Parce qu'elle se dit quand même, bon, pourquoi Bonne Biche? D'ailleurs, lui, le perroquet, il lui dit, parce qu'il a vraiment l'art de la manipulation, hein, de lui faire vraiment, de la mettre à doute, un doute total, hein, en fait. Et vraiment, c'est le manipulateur absolu. Donc, il dit, pourquoi Bonne Biche, dans la journée, pourquoi ne vois-tu pas... D'ailleurs, il lui dit, pourquoi tu ne vois pas de roses dans toutes les fleurs du jardin? Il lui dit, le perroquet. Il n'y a aucune rose dans le jardin. Tu peux voir toutes les fleurs, mais il n'y a pas de rose. Et il lui dit, le perroquet, d'ailleurs, va demander à Bonne Biche, tu verras ce qu'elle te répondra. Et quand Blondine va demander à Bonne Biche, justement, pourquoi il n'y a pas de rose, et elle parle justement d'une rose, et Bonne Biche, elle dit à la petite, elle dit, Blondine, Blondine, ne me demandez pas cette fleur perfide qui pique ceux qui la touchent. Ne me parlez jamais de la rose, Blondine. Vous ne savez pas ce qui vous menace dans cette fleur. Voilà ce que répond Bonne Biche donc à Blondine. Donc l'air de Bonne Biche était si sévère que Blondine n'osa même pas insister. Là, il y a quand même une retranscription sur la rose qui, de base, est quand même une fleur hyper bénéfique. Oui. Mais là, elle dit que ça va pas. Mais peut-être... En même temps, c'est aussi une fleur de protection, puisque tout ce qui est, au niveau des plantes, tout ce qui est relié au piquant, tu sais, donc est relié justement à la protection. Donc peut-être que j'essaye d'analyser, ou alors l'auteur a été traumatisé par les roses, je sais pas. Non, mais tu sais, c'est toujours... peut-être qu'elle protège quelque chose aussi. Ouais, Bonne Biche, elle sait qu'une rose peut être très bien. Mais qui est dans la rose? Ah oui. Ah. Il y a le secret là. Oui, non, c'est sûr. Bah, c'est un peu comme pour La Belle et la Bête, hein, dans différentes versions, on voit que les fleurs parlent, en fait, les roses parlent. Il y a une version où les roses parlent. Voilà. Donc, évidemment, après le petit déjeuner, donc Blondine, elle va rejoindre le perroquet. Donc, elle n'écoute pas Bonne Biche et elle le suit. Elle suit le perroquet qui l'amène dans cette forêt interdite pour pouvoir cueillir la rose. Donc, il y a plus d'une heure, je ne sais plus. Donc, après le petit déjeuner, tu vois, Blondine, elle descend dans le jardin pour retrouver le perroquet. Mais il y a le chat Beau Minon qui la suit et qui insiste pour qu'elle n'aille pas plus loin. Tu vois, mais Blondine, à un moment donné, elle veut arrêter le chat. Et à un moment donné, elle n'est pas très gentille. Elle lui donne même un coup de pied pour qu'il arrête de la suivre. Et le pauvre chat, il miaule. Et il insiste, ce pauvre chat. Il veut absolument qu'elle n'y aille pas. Donc là, c'est une part que j'aime pas trop.
Mais voilà, la petite, elle pense tellement qu'elle va revoir son père grâce à cette rose qu'elle devient méchante, quoi, à un moment donné avec le chat. Et oui, là, on montre l'héroïne qui n'est pas parfaite et lisse. C'est ça que j'ai bien aimé avec la comtesse Ségur, c'est qu'elle a montré aussi le côté qu'on peut commettre des erreurs aussi. L'héroïne peut commettre des erreurs. Et donc, Beau-Minon, à un moment donné, il arrête de la suivre hein, parce qu'elle lui fait mal. Hein. Et pourtant, voilà, c'est les meilleurs amis du monde qui se déchirent. Voilà, ça fait mal. Donc, en fait, elle veut tellement rejoindre son père qu'elle croit que Bonne Biche et Beau-Minon veulent l'empêcher de voir le père pour la garder pour eux. Voilà, qu'elle en devient méchante. Voilà. Donc, elle suit le perroquet et le perroquet dit « Courage, Blondine, encore 1 heure et vous aurez la rose et vous reverrez votre père. » Donc, voilà, pendant tout le... Tu vois, ces mots retentirent dans la tête de Blondine. Elle marcha dans le sentier que lui indiquait le perroquet en volant de branche en branche. La forêt qu'elle avait crue si belle près du parc de Bonne Biche devint de plus en plus difficile. Les ronces et les pierres encombraient le sentier. On n'entendait plus les oiseaux. Les fleurs avaient disparu. Blondine se sentait gagnée par un malaise inexplicable. Le perroquet la pressait vivement d'avancer. Et lui, il dit, pour expliquer cela, il dit « Vite, vite, Blondine, le temps passe. Si Bonne Biche s'aperçoit de votre absence et vous poursuit, elle vous tordera le cou et vous ne verrez plus jamais votre père. » Il est malsain, ce perroquet. Ah, mais c'est une sale bête. Hein. j'ai envie de dire. Ah, je dis, mon Dieu. Du rêve, ça se transforme en cauchemar, là. Ah oui, voilà, du rêve, voilà. Et donc, Blondine, elle arrive devant l'enclos où est la rose. Et là, le perroquet lui dit « Prenez-la, Blondine, vous l'avez bien gagnée, dit le perroquet. » Blondine saisit la branche et malgré les épines qui s'enfoncent dans ses doigts, elle arrache la rose. Et que se passe-t-il? Eh bien, est-ce que vous avez des idées? Mystère et boule de chewing-gum, que se passe-t-il? Oui. Que se passe-t-il? Eh bien, à peine l'eut-elle dans sa main qu'elle entendit un éclat de rire. La rose s'échappa de ses mains en lui criant « Merci, Blondine, de m'avoir délivrée de la prison où me retenait la puissance, Bonne Biche. Je suis ton mauvais génie. Tu m'appartiens maintenant. » Non. Et le perroquet dit « Ha ha ha! Merci, Blondine. Je puis maintenant reprendre ma forme d'enchanteur. J'ai eu moins de peine à te décider que je ne le croyais. En flattant ta vanité, je t'ai facilement rendue ingrate et méchante. Tu as causé la perte de tes amis, dont je suis le mortel ennemi. Adieu, Blondine. » Et en disant ces mots, le perroquet et la rose disparurent, laissant Blondine seule au milieu d'une épaisse forêt. Et là, comme tu dis, c'est le cauchemar. D'accord. Cette scène a fait beaucoup pleurer les enfants parce que, en fait, elle a fait du mal à ses amis, en fait. Elle s'est trompée. Elle a détruit, si tu préfères, une amitié. Elle a pas cru la bonté de Bonne Biche et de Beau-Minon. Et là, on arrive dans une scène qui s'appelle le repentir. Voilà, il faut racheter ce que tu as causé, hein, parce que va mettre comme message la comtesse de Ségur. C'est voilà, peu importe qui a commencé, voilà, il y a un préjudice, il faut réparer. Voilà, parce que Blondine, en fait, à un moment donné, elle se dit, sa conduite lui a paru dans toute son horreur. Elle avait été ingrate envers des amis qui s'étaient dévoués à elle, qui avaient passé 7 ans à soigner son éducation. Ses amis voudraient-ils la recevoir, lui pardonner? Tu vois, c'est toutes les questions qu'elle se pose. Et si jamais ils veulent plus jamais la voir. Parce que d'ailleurs, elle repense au perroquet qui a dit « Tu as causé la perte de tes amis ». Donc après, elle fait demi-tour pour revenir au château de Bonne Biche et de Beau-Minon. Et en fait, quand elle revient sur le lieu,
parce que déjà, il y avait des ronces, des épines, elle s'est hyper blessée en revenant jusqu'au château. Donc c'est un petit peu pour montrer que, voilà. Ça rappelle un peu comme Maléfique avec les ronces autour du château, hein. Donc, quand elle revient donc au lieu du château, à la place, eh bien, il n'y avait que des ruines. Que des ruines. Quant au lieu des fleurs et des beaux arbres qui l'entouraient, elle n'aperçut que des ronces, des chardons, des orties. Quand les orties, c'est bon, mais bon. Terrifiée, désolée, elle voulut pénétrer dans les ruines pour savoir ce qu'étaient devenus ses amis. Il n'y avait personne. Et donc là, elle va rencontrer plusieurs animaux. Elle va rencontrer un gros crapaud qui sort d'un tas de pierres, qui se met devant elle et qui lui dit « Que cherches-tu ? N'as-tu pas causé par ton ingratitude la mort de tes amis ? Va-t'en, n'insulte pas à leur mémoire par ta présence. » Et là, elle est dans une douleur. Là, c'est presque, elle s'évanouit. Mais tu penses pas que c'est un enchantement que le perroquet a créé autour d'elle pour rajouter encore une fois un élément très complexe de cette perte? Bah, J'ai l'impression que c'est un enchantement en fait. Ah bah écoute, de toute façon, il y a que des enchantements là-dedans. Ouais. Il y a des enchantements. Non, De c'est toute clair. façon, donc elle va rencontrer plusieurs animaux dans ces ruines. Elle va rencontrer un crapaud, donc signe de damnation dans cette scène, hein. Mais en même temps, il a un symbole là-dedans, c'est qu'il est le gardien d'un trésor, des apparences. Il garde quand même le lieu, le crapaud. Mais ils veulent un petit peu en fait, lui donner des reproches et dire ce que tu as fait, c'est pas bien, quoi. À un moment donné, il y a un gros corbeau noir qui lui donne quand même de l'espoir, à un moment donné, et une grenouille, qui est là et qui est quand même symbole de transformation et de guérison. Donc, elle guide Blondine à un moment donné. Et donc, cette pauvre petite, bah, évidemment, elle se terre un petit peu dans les ruines et elle va un petit peu dans un coin où il y a un arbre qui a l'air à peu près correct et elle pleure et elle attend sa fin. Elle pense qu'elle va mourir, quoi. Mais, eh ben non. Bah oui, parce que la sagesse et la patience, eh bien, nous avons un animal qui va arriver, et pas des moindres, une énorme tortue géante qui arrive droit devant elle. Elle est à moitié endormie, elle se réveille, elle voit cette énorme tortue géante. Et là, Blondine va devoir acheter ses fautes et apprendre cette leçon de vie. Voilà. Donc, un jour qu'elle était assise, voilà, donc elle vit devant elle une énorme tortue. Et donc, Blondine, lui dit la tortue, Blondine, tu veux te mettre sous ma garde, je te ferai sortir de cette forêt. Oh, mais, et pourquoi, Madame la tortue, chercherais-je à sortir de la forêt? C'est ici que j'ai causé la mort de mes amis, et c'est ici que je veux mourir. Oh, es-tu bien certaine de leur mort, Blondine? Mais comment il se pourrait? Mais j'ai vu leur château en ruine. Le perroquet et le crapaud m'ont dit qu'ils n'existaient plus. Vous voulez me consoler par bonté, sans doute, mais hélas, je ne puis espérer les revoir. S'ils vivaient, m'auraient-ils laissé seule, avec le désespoir affreux d'avoir causé leur mort? Et donc la tortue lui dit, qui te dit, Blondine, que cet abandon n'est pas forcé, qu'eux-mêmes ne sont pas assujettis à un pouvoir plus grand que le leur? Tu sais, Blondine, que le repentir rachète bien des fautes. Oh, Madame la tortue, si vraiment il existe encore, si vous pouvez me donner de leurs nouvelles, dites-moi que je n'ai pas leur mort à me reprocher, dites-moi que je les reverrai un jour. Il n'y a pas de jour que je ne pense pas à eux. Blondine, il ne m'est pas permis de te dire le sort de tes amis.
Mais si tu as le courage de monter sur mon dos, de ne pas en descendre pendant 6 mois et de ne pas m'adresser une question jusqu'au terme de notre voyage, je te mènerai dans un endroit où tout te sera révélé. » Alors évidemment, la petite a dit, je vous promets tout ce que vous voulez, Madame la tortue. Alors, la tortue lui dit, prends garde, Blondine. 6 mois sans descendre dessus mon dos, sans m'adresser une parole, une fois que nous serons partis, si tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout, tu resteras éternellement au pouvoir de l'enchanteur perroquet et de sa sœur la rose. Et je ne pourrai même plus te continuer des petits secours auxquels tu dois la vie. Voilà. Donc, la petite accepte et, enfin, la jeune fille accepte et elle dit, partons Madame la tortue, partons sur le champ. J'aime mieux mourir de fatigue et d'ennui que de chagrin et d'inquiétude. Donc, qu'il soit fait selon tes désirs, Blondine, monte sur mon dos et ne crains ni la faim, ni la soif, ni le sommeil, ni aucun accident pendant notre long voyage. Tant qu'il durera, tu n'auras aucun de ces inconvénients à redouter. Donc Blondine, elle monte sur le dos de la tortue et la tortue dit, maintenant, silence. Pas un mot avant que nous soyons arrivés et que je parle la première. Et là, ce voyage, il va durer 6 mois et tout. Et un jour, la tortue, elle va arriver, parce que c'est pas évident quand même, hein, là on parle du voyage, Blondine quand elle est sur le dos de la tortue, enfin bon, c'est pas évident pour elle, te rends compte de ne pas parler pendant 6 mois. Ça, je ne sais pas si on pourrait le faire. Voilà, donc la tortue, elle arrive devant un château magnifique qui ressemblait un peu à celui de Bonne Biche et Beau Minon. Ils ressemblent, sans ressembler, mais ils ressemblent. Et donc la tortue, voilà, les 6 mois sont écoulés, tout s'est bien passé, et elle dit, maintenant Blondine, descendez, vous avez gagné par votre courage et votre obéissance la récompense que je vous avais promise. Entrez par la petite porte qui est devant vous. Demandez à la première personne que vous rencontrerez la fée bienveillante. C'est elle qui vous dira ce que sont devenus vos amis. Et donc Blondine, elle saute à terre. Et donc, elle arrive, elle frappe à la porte. Et d'ailleurs, elle voit plein de fleurs, de papillons. Il y a cette espèce, quand même, toujours cette magie autour de ce château. Et tout d'un coup, il y a une jeune personne vêtue de blanc qui lui demande d'une voix douce ce qu'elle désirait. Et elle, la jeune femme, une jeune fille, elle dit « Je voudrais voir la fée bienveillante », répondit Blondine. La princesse Blondine l'a pris instantanément de la voir. Et donc, elle lui dit « Suivez-moi, princesse ». Donc, Blondine suit la jeune personne. Elle la suit en tremblant parce qu'elle est quand même elle a quand même un petit peu peur quand même, hein, de savoir ce qu'est devenu ses amis. Donc, elle traversa plusieurs beaux salons, toujours les beaux salons. Elle rencontra plusieurs jeunes personnes. Cette fois-ci, ce sont des humains, vêtus richement, voilà, qui la regardaient en souriant et d'un air de connaissance. Elle avait l'impression qu'elle les avait déjà vues, ces personnes. Donc, elle arriva enfin dans un salon semblable en tout point à celui qu'avait Bonne Biche dans la forêt des Lilas. Alors, ce souvenir la frappa si douloureusement qu'elle ne s'aperçut pas de la disparition de la jeune femme qui l'avait amenée jusqu'à ce salon. Donc, dans ce salon, elle examinait avec tristesse l'ameublement du salon. Elle n'y remarqua qu'un seul meuble que n'avait pas Bonne Biche dans la forêt des Lilas. Et ce meuble, eh bien, c'était une grande armoire en or et en ivoire. On retrouve un peu cette grande armoire aussi qu'on a dans La Belle et la Bête. Hein. Donc, cette armoire était fermée. Donc, Blondine se sentit attirée vers elle par un sentiment indéfinissable. Et elle la contemplait
sans en pouvoir détourner les yeux. Lorsqu'une porte s'ouvrit, donc qui arrive dans la pièce, et à ce moment-là, elle voit une dame belle et jeune encore, magnifiquement vêtue. Elle entra et s'approcha de Blondine. Donc c'est la fée bienveillante, hein. Et elle lui dit: que voulez-vous, mon enfant? Et la petite dit: oh madame, en se jetant à ses pieds, on m'a dit que vous pouviez me donner des nouvelles de mes chers amis Bonnebiche et Beauminon. Vous savez sans doute, madame, par quelle coupable désobéissance je les ai perdus. Longtemps je les ai pleurés, mais la tortue qui m'a amenée jusqu'ici m'a donné l'espérance de les retrouver un jour. Et donc la fée bienveillante lui dit avec tristesse: Blondine, vous allez connaître le sort de vos amis, mais quoi que vous voyez, ne perdez pas courage ni espérance. Et là, c'est une scène absolument où, là, moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que moi, j'ai trop pleuré là quand j'avais vu cette scène. Donc, en disant ces mots, donc, elle releva la petite Blondine et la conduisit vers l'armoire qui avait déjà frappé aux yeux de la petite. Donc elle dit, la fée bienveillante: voici Blondine, la clé de cette armoire. Donc c'est une clé en or. Donc toujours la clé d'or, c'est le symbole des fées. La clé de cette armoire, ouvrez-la et conservez votre courage. Alors déjà, elle annonce que quand elle va ouvrir l'armoire, il va y avoir quelque chose qui va la mettre dans tous ses états. Donc, Blondine, elle ouvre l'armoire d'une main tremblante, et que vit-elle? Eh bien, elle voit les peaux de Bonnebiche et de Beauminon attachées avec des clous de diamant. À cette vue, la malheureuse Blondine poussa un cri déchirant et tomba évanouie dans les bras de la fée. La porte s'ouvrit encore une fois, et un beau jeune homme arrive dans la pièce à ce moment-là, et il parle à la fée bienveillante et lui dit: oh mère, l'épreuve est trop forte pour notre chère Blondine. Et la fée bienveillante dit: hélas mon fils, mon cœur saigne pour elle, mais tu sais que cette dernière punition était indispensable pour la délivrer à jamais du joug cruel du génie de la forêt des lilas. En disant ces mots, la fée bienveillante toucha Blondine de sa baguette, et Blondine revint immédiatement à elle. Elle était vraiment très mal parce que, voilà. Et donc la fée bienveillante lui dit: Blondine, chère Blondine, dit la fée en la serrant dans ses bras, tes amis vivent et t'aiment. Je suis Bonnebiche et voici mon fils Beauminon. Le méchant génie de la forêt des lilas, profitant d'une négligence de mon fils, était parvenu à s'emparer de nous et à nous donner les formes sous lesquelles vous nous avez connus. Nous ne devions reprendre nos formes premières que si vous enleviez la rose que je savais être votre mauvais génie et que je retenais captive. Je l'avais placée ainsi loin que possible de mon palais afin de la soustraire de votre regard. Je savais les malheurs auxquels vous vous exposiez en délivrant votre mauvais génie de sa prison. Et le ciel n'est témoin que mon fils et moi, nous eussions volontiers resté toute notre vie, Bonnebiche et Beauminon, à vos yeux, pour vous épargner les cruelles douleurs par lesquelles vous avez passé. Le perroquet est parvenu jusqu'à vous malgré nos soins. Vous savez le reste, ma chère enfant, mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que nous avons souffert de vos larmes et de votre isolement. Donc, voilà l'histoire. Waouh. Écoute, je suis très émue. Voilà. Ah ouais, c'est voilà. Et le lire vraiment, comme je vous ai dit, sur Wikisource, en plus ils ont mis de très belles gravures en plus, donc on peut voir. Puis vous pouvez voir aussi ma version sur le Miroir des Contes. Donc Blondine ne se laissa pas, embrasse la fée, hein, voilà. Et elle dit: mais qui sont devenues les gazelles qui me servaient? Elle dit:
la fée bienveillante a dit, vous les avez vus, c'est elles qui vous ont ouvert la porte et qui vous regardent avec un sourire. Voilà, ce sont les jeunes personnes qui vous ont accompagné jusqu'ici. Elles avaient, comme nous, subi cette triste métamorphose. Voilà. Donc, à chaque fois, et elle explique à un moment donné, la fée bienveillante, que c'est grâce à la reine des fées qui a envoyé en fait cette tortue pour sauver Blondine. Donc il y a toujours, quoi qu'il se passe, quelque chose, quelqu'un d'intensément magique autour de soi. C'est aussi l'image que ça renvoie qui peut nous aider effectivement à passer le cap des complexités de la vie. C'est très très initiatique comme conte, vraiment. Il y a plein de clés émotionnelles qui ressortent. C'est très mais beau. il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Vous savez que tous les objets qui à l'intérieur, mais on peut y passer encore autre chose. Les animaux, les objets, les lieux. Ah ouais. Ah oui. Voilà. Donc, en fait, la fée bienveillante, en plus, elle dit, j'ai prié, supplié la reine des fées de vous épargner. Voilà. Parce que sinon, parce qu'elle avait commis une faute, en fait, Blondine, tu vois. Donc, et finalement, la reine des fées, elle a envoyé cette tortue et elle a sauvé. Donc, il faut savoir donc que le prince, le prince qui arrive, le prince parfait, elle l'a appelé le prince parfait, Beau-Minon. C'est marrant comment elle le dit. Il devina le désir de Blondine et il dit à sa mère, la fée bienveillante, il dit, Blondine, elle aimerait bien revoir son père, je pense. Eh ben oui. Alors, c'est pour ça qu'il lui dit, préparez-vous, chère Blondine, à revoir votre père, prévenu par moi, il vous attend. Alors là, évidemment, c'est sûr que c'est très émouvant. Et au même moment, Blondine se trouva dans un char de perles et d'or. À sa droite était la fée, à ses pieds était le prince parfait, qui la regardait avec bonheur et tendresse. Il a toujours, en fait, la position un peu du chat, tu sais, il est à ses pieds, tu vois, ça me fait rire, c'est assez drôle. Donc le char était traîné par 4 cygnes d'une blancheur éblouissante. On retrouve, tu vois, tous les symboles. C'est magique. Voilà, et ils volèrent avec une telle rapidité qu'il ne leur fallut pas plus que 5 minutes pour arriver au palais du roi Bénin. Et alors là, le roi Bénin s'élance vers Blondine qui sauta à terre, se jette dans ses bras. Ils restèrent longtemps comme ça. Voilà, ils pleuraient de joie. Enfin, c'était merveilleux. Faut savoir aussi, la méchante reine, en fait, il l'avait répudiée depuis bien longtemps. Parce que il l'avait répudiée. Par contre, la jeune sœur, brunette, là, qui était pas très gentille, elle a changé. À la fin, elle change vis-à-vis de sa sœur. Et elle devient gentille. Bon. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Mais voilà, il y a eu des jours de fête. Et en fait, à la fin, eh bien, le roi, il épouse la fée bienveillante et Blondine épouse le prince parfait, donc Beau-Minon. Voilà. Et c'est merveilleux. Tout rentre dans l'ordre. C'est magique. Voilà, c'est vraiment la chose. Voilà. Quant à Blondine, elle n'eut jamais un instant de chagrin. Elle donna le jour à des filles qui lui ressemblèrent, à des fils qui ressemblèrent au prince parfait. Tout le monde les aimait et autour d'eux, tout le monde fut heureux. Ah oui. Et quand ça finit comme ça, on est heureux. Après autant de complexité, c'est beau. Voilà, mais à lire vraiment, parce que là, il y a plein de détails en fait dans le conte de la comtesse de Ségur. Vous allez vous régaler. Franchement, si vous aimez La Belle et la Bête, vous allez vous régaler. Ouais. Un énorme merci Agnieszka, franchement, pour ce magnifique matinée passée en ta compagnie à découvrir ce conte que peu connaissent, effectivement. Oui, oui, c'est ce que voilà, vous pouvez le découvrir sur ma chaîne ou vous pouvez le découvrir en lecture. Parce qu'on est quand même le premier média, le Miroir des Contes, quand même, à l'avoir réalisé. Oui, il n'y a aucun film, aucun film, rien, aucun film d'animation, rien, n'ont réalisé Blondine. Voilà. Sinon, j'ai cru voir sur Gallica BNF qu'il y avait effectivement ce conte en libre accès, donc en PDF, si jamais aussi les enchanteurs souhaitaient lire le conte.
mais il pouvait également se le procurer comme ça. Oui, tout à fait. Alors, Et voilà. le mois prochain, tu nous emportes dans un autre univers. C'est un univers que j'aime particulièrement. J'ai déjà fait des émissions autour de ce conte. C'est pas un conte, c'est un roman. Parce que là, c'est une particularité. C'est pas trop un conte, c'est plutôt un roman qui est en 2 tomes. Et donc, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et oui, Alice au Pays des Merveilles. Et là, nous serons en avril. Oui. Ah oui. Alors, je me suis dit, en avril, allez, il y a les œufs, les lapins au chocolat qui font cache-cache dans le jardin. Voilà, alors je me suis dit, allez, on va faire la prochaine destination. Ça sera Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et surtout, alors c'est marrant la corrélation parce que Charles Dodgson, donc alias Lewis Carroll, a rencontré les filles du doyen de l'école aux alentours de fin mars de cette époque-là où autour de la création d'Alice a eu lieu. Et c'est marrant parce qu'on est vraiment dans l'époque là, tu vois, de la rencontre entre Alice et Charles. Donc, ça se goupille très bien. Exactement. C'est tout à fait la saison pour raconter les histoires de la merveilleuse petite Alice. Tout à fait. On te fait plein de gros bisous, ma très chère Agnieszka. Oui, je vais aller voir, je vais faire un tour sur le chat. Oui, tu verras. Il y a beaucoup de messages, tu verras. Oh là là. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse tous, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite sur les ondes. Très beau dimanche à tous et que la magie soit avec vous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.